fait. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à l'UIT de Chartres, et plus précisément au Village des Sciences, à l'UIT de Chartres. Donc, Erwan Pichou représente l'UIT, si tu me permets, Erwan. Effectivement, très heureux de pouvoir accueillir cette table ronde et surtout de marquer la collaboration avec le festival Faire à Cœur, qui a lieu à une centaine de mètres d'ici. J'en ai discuté effectivement avec Pascal, pour le citer, Pascal Gauthier. Cette année, effectivement, les conditions sont vraiment particulières. Et donc, on est un petit peu, on a souvent organisé des choses en parallèle pour différentes raisons, mais on était très contents de pouvoir faire quelque chose ensemble. Et effectivement, cette table ronde sur le tiers-lieu s'y prête très bien. Maintenant, je laisse la parole à Nicolas Leluverne. Je vous laisse faire le tour de table pour vous présenter. Bonne table ronde, et puis à tout à l'heure. Merci. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Leluverne, donc je suis membre de Beta Machine et je suis par ailleurs directeur des ateliers Canopée de Chartres et d'Orléans. Alors aujourd'hui on a une table ronde autour de la thématique des tiers-lieux. Donc en quoi les tiers-lieux sont une nouvelle manière de faire société ensemble. Aujourd'hui les tiers-lieux, notamment Beta Machine, ont été des lieux refuges et des espaces de résilience pendant la période du confinement. Ces espaces d'innovation sociale, du faire et de liberté sont par essence souples d'utilisation et à la fois Fab Lab, Agora, Makerspace, etc. C'est aussi des lieux d'expression artistique. Quoi de mieux que pour mettre les citoyens en action que ces tiers-lieux? Alors, on va se poser plusieurs questions. Quels sont les objectifs de ces nouveaux espaces et de ces nouvelles solidarités? Comment cela fait sens pour les habitants? N'est-ce pas l'émergence d'un nouvel écosystème? Quel tableau du paysage peut-on faire? Et comment peut-on mettre en réseau les différents tiers-lieux sur le territoire? Alors, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que vont répondre notre panel. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. On va commencer par Rémi. Et puis après, on va défiler. Donc, l'idée, c'est de présenter vos structures, ce que vous faites, et peut-être une petite définition, une première définition, selon vous, de ce que c'est un tiers-lieu. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Rémi Toisier. Je suis chef de projet à l'économie numérique et au développement des usages au sein d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle RECIA, Région Centre Interactive. Un groupement d'intérêt public, c'est quelque chose qui dépend de plusieurs membres, notamment dans la région, c'est l'État en région. L'État en région, c'est le SGAR, c'est le secrétariat général à la préfecture de région, c'est le rectorat, c'est la directe, centre. Et puis, donc ça, c'est l'État. Ensuite, il y a la région. Ensuite, il y a 6 départements, puisque à la fin de l'année, on aura les 6 départements dans nos membres. Ensuite, c'est le GIP e-santé centre. Donc ça, c'est la branche, on va dire, digitale numérique de l'ARS, l'Agence régionale de santé. On a le CROUS, on a Cyclic, qui est une organisation sur tout ce qui touche à l'audiovisuel en région. Et puis, on a une chose que nous avons mise en place il y a à peu près 3 ans maintenant. On a changé nos statuts de manière à ce que les EPCI, tout ce qui est communes, communautés de communes, pays, puissent nous être membres du JPRECIA dans la mesure où nous avons créé de toutes pièces un service e-administration qui est dédié à la dématérialisation des documents administratifs au niveau de l'État pour les petites communes notamment. Et donc, de ce fait, nous avons environ 400 communes qui sont membres du JPRECIA. Donc, moi, je travaille à la fois pour l'État et pour la région, entre autres. Et je m'occupe plus particulièrement du programme gouvernemental Transition numérique. Je suis rentré pour ça en 2013. C'est un programme qui a été mis en place par Fleur Pellerin. Et pour faire très court, nous avons mis en place les 2 piliers de ce programme, à savoir un portail web de mise en relation entre les entreprises qui demandent de la transformation numérique. Donc la cible à l'époque, c'était commerçants, artisans, TPE, petites PME. Et puis mise en relation avec les offreurs de solutions numériques en région. C'était une volonté du président Bonneau, président de région, que vraiment ce soit interactif entre les entreprises qui sont dans la région et puis les acteurs qui ont besoin donc, dans cette région de transformation numérique. Aujourd'hui, le programme Transition numérique, si certains regardent ça de plus près, c'est France Num, au niveau d'un portail web national, sur lequel moi j'ai travaillé un petit peu en amont. Ça fait partie de mes prérogatives. Et puis, je m'occupe dans la région de tout ce qui est donc tiers-lieux, puisque je suis actuellement membre du Conseil national des tiers-lieux, à leur demande. Et je m'occupe, par exemple, de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, fabrique de territoire. Vous avez peut-être entendu parler de ce nom, et il y a des représentants ici de ce sujet.
Et donc, moi, je facilite et j'accompagne les montages des dossiers et puis la structuration des dossiers. Voilà, puis j'ai monté un programme, j'ai monté un réseau de coworking, d'espaces de coworking dans la région avec une quarantaine d'espaces qui font partie de ce réseau, qui est un réseau informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas d'adhésion, etc. C'est vraiment, on y vient parce qu'on a quelque chose à y faire, on veut faire quelque chose. Voilà, et on a essayé de faire la même chose avec les Fab Lab Makerspace, on en parlera sans doute tout à l'heure. Voilà, et puis sinon, je m'occupe aussi de la French Tech sur la région Centre-Val de Loire, et puis aussi de tout ce qui est animation à travers les Startup Weekends, à travers des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de tout ça, mais enfin, voilà. Donc, je suis bien occupé. Merci. Fanny Debar, je suis coordinatrice à la boîte à outils. La boîte à outils, c'est un atelier associatif situé à Nogent-le-Rotrou. Donc, on est à 60 km d'ici, à Nogent. Atelier associatif de menuiserie, métallerie, couture, réparation de vélos. Et donc, l'idée, c'est de mettre à la disposition de nos adhérents, des particuliers, des machines, des outils, et puis surtout, 3 jours par semaine, le savoir-faire de professionnels pour vous accompagner. Vous avez besoin de fabriquer vos étagères, ou envie, surtout, de fabriquer par vous-même vos étagères, mais vous n'avez jamais touché un bout de bois, c'est pas grave, il ne faut pas s'empêcher d'y aller, on est là pour vous accompagner, pour le faire avec vous. Après, on a aussi des adhérents qui sont là pour le matériel, qui ont déjà le savoir-faire et qui, eux, viennent y trouver un matériel sans commune mesure avec ce qu'on pourrait avoir chacun chez soi. Donc, il y a aussi derrière tout ça, sous-tendu par l'idée de mutualisation de matériel, mais aussi bien de matériel que de savoir-faire. Et puis, on y viendra peut-être dans la discussion, dans comment on fait société ensemble. Il y avait à la naissance de la boîte à outils aussi l'idée de travailler sur tout ce qu'on gaspille, qu'on jette, qu'on ne réutilise plus, alors qu'avec un peu de savoir-faire, en fait, on refait plein de choses avec. Et notamment, on avait très envie de pouvoir aller se servir dans les bennes des déchetteries. Et on pignait que ce ne soit interdit. Aujourd'hui, ça nous est possible. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros de l'activité de la boîte à outils. Après, évidemment, on décline tout ça en plein d'autres activités au fil des envies, des propositions, des savoir-faire de nos adhérents, des initiatives qui se présentent sur le territoire. Donc il y a... Voilà. Le principal, c'est ça, mais il y a plein de petites déclinaisons et de ramifications. Ce qui rend très difficile la définition, notamment des tiers-lieux. On aime bien dire à la boîte à outils qu'on est un peu les dinosaures du Fab Lab parce qu'on est vraiment sur des vieilles machines. On n'est pas du tout sur du numérique. On a 2 vieux coucous d'ordinateurs qui rament à mort. Et on est plutôt sur des vieilles machines. On a ouvert la boîte à outils il y a 4 ans avec des machines de menuiserie des années 30. Aujourd'hui, elle date des années 90, celle qu'on utilise. Donc, on est passé à un autre ère, mais on n'est encore toujours pas au XXIe siècle. Fanny, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est un Fab Lab pour les gens qui ne fréquenteraient pas des Vas-y. Oh là, je ne sais même pas si je sais vous expliquer. L'idée, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de partager un espace où on fait ensemble, où on se transmet du savoir-faire très fortement, aussi bien chez nous les dinosaures que chez vous les traits numériques et les traits 21e siècle. Il y a derrière l'idée qu'on s'organise entre nous pour transmettre par les pairs de la connaissance et se réapproprier de la connaissance. Voilà. Je ne sais pas si je le dis. Vous le dites comme ça, ouais, comment vous le racontez? Non, mais le partage entre pairs, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est bien ça. C'est à moi? Ouais. Bonjour, donc Adrien Soisson, je suis administrateur de Beta Machine. Donc Beta Machine, c'est une association loi 1901. Comme Jamel le disait, on est situé à une centaine de mètres de l'IUT depuis 2016. Et donc on propose un lieu où on dispose d'outils numériques. Donc au départ, c'était essentiellement tourné sur les imprimantes 3D, l'espace électronique. Donc on a essayé aussi le coworking. Voilà, c'était des choses qui étaient très tendance, il y a 6 ans, et donc on s'est lancé là-dedans. Et puis, voilà, on a créé le lieu, on a créé la communauté, on s'est rendu compte que certaines choses n'étaient pas forcément essentielles ou qu'on devait aller voir sur d'autres secteurs. Par exemple, le coworking, nous, on a eu des grosses difficultés pour le faire prendre à Chartres, mais on a accueilli des artisans sur le modèle un peu de ce que vous faites à la boîte à outils. Le numérique, donc on a toujours notre espace avec des imprimantes 3D, mais on a ouvert avec, comme toi, un espace menuiserie et un espace métal. Voilà, l'atelier électronique a pris un petit peu plus de place. Donc voilà, donc il y a même pas forcément de modèle du Fab Lab. Enfin, il y a des modèles de Fab Lab qui sont proposés, mais voilà, ce qui fait la réussite d'un tiers-lieu, c'est sa capacité à s'adapter aussi aux besoins de sa communauté. Et donc voilà,
C'est pour ça qu'on a essayé à chaque fois d'être pas en faisant des études de marché, mais justement en écoutant en fait les adhérents de Beta Machine, en s'interrogeant aussi sur notre identité, pourquoi on était là. Au départ, c'était des imprimantes 3D, mais finalement, on voulait les drones. Mais effectivement, maintenant, on se pose des questions sur le recyclage, donc du coup, sur le réemploi des ordinateurs. Donc, on participe aussi à des ateliers de réparation une fois par mois. Donc, voilà, c'est des choses qui sont arrivées progressivement, quoi. Et pas de. Je crois que le point commun, c'est de faire avec les compétences que nous offre le réseau petit à petit on tisse. Et puis, c'est aussi l'envie de faire quand on commence par la menuiserie. Finalement, à un moment, pour ranger ses outils de menuiserie, on monte à l'espace couture parce qu'on veut se faire une sacoche en cuir pour protéger ses outils. Puis là, on découvre la couture et on se met à la couture, en fait. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est pareil. Il y avait une activité au départ, puis il y en a d'autres qui se sont agrégées. Parce qu'il y a d'autres compétences qui sont arrivées, mais aussi parce que ceux qui avaient développé la première compétence avaient envie d'aller toucher à autre chose ensuite. Et de faire, ça donne envie de faire encore plus. C'est ça. C'est la question du faire, c'est essentiel, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas et hier encore en débat, c'était chez Beta Machine, en fait, c'est pas un fonctionnement démocratique, c'est un fonctionnement doocratique. Donc do, ça veut dire faire en anglais. Et à Beta Machine, c'est ceux qui ont envie de faire, qui font, et qui ont la possibilité de faire au sein du lab. Voilà. On ne va pas freiner des projets au sein du lab parce que les gens sont en capacité de faire. Voilà. Très bien, très bien. Alors moi, c'est Pierre-Yves Faury. Je représente aujourd'hui l'Intérêt Général, qui est également une association loi de 1901, basée à Chartres, plutôt du côté de la place Jeanne d'Arc. L'Intérêt Général, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'histoire, c'est ceux qui sont le président et le trésorier de l'association sont des associés qui cherchaient des locaux pour implanter leur entreprise, puisqu'ils ont une agence de communication, et ils sont tombés sur ce bien qui offrait un grand hangar, en fait, un grand espace. Et quand ils ont acquis ce bien, ils se sont dit, c'est un grand espace, on ne va pas le garder pour nous. On va essayer de le partager et de faire en sorte que les gens qui aient besoin d'un espace pour soit lancer leur entreprise ou alors développer leur centre d'intérêt puissent avoir une plateforme pour le faire. Donc, on a créé l'association il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, je pense que par rapport aux autres personnes autour de cette table ronde, on est plus dans un cadre récréationnel, j'ai envie de dire, mais ça arrive qu'on ait des interventions là-bas qui relèvent du Fab Lab. Moi, mon implication personnelle, j'y ai installé mon atelier. Je suis artisan luthier. Alors, c'est un métier que je faisais il y a 15 ans et là, j'y reviens. Donc, je suis en train de développer mes produits gentiment dans un espace au sein de l'Intérêt Général. Donc, l'Intérêt Général, c'est non seulement l'association où les gens qui veulent créer des événements peuvent le faire. Alors, ça peut être des cours de yoga, des tournois de baby-foot, des cours de guitare. Ça peut être des soirées où on danse et on se rencontre, des tablés, des cours de photographie, toutes sortes de choses. En fait, ça dépend vraiment des gens qui apportent leur savoir-faire et qui disent j'ai envie de créer un atelier pour partager ce que moi je connais. Mais c'est aussi des espaces qui sont alloués, comme le mien l'est, pour créer une dynamique pour des startups, des petites entreprises, et puis tout de suite créer un réseau aussi parce que il y a non seulement l'agence des propriétaires du bâtiment, mais il y a aussi toutes sortes d'autres activités qui gravitent autour. Donc, ça permet de développer le réseau professionnel pour des gens qui ne sont peut-être pas forcément de Chartres ou qui débutent. Voici donc l'Intérêt Général. Bonjour. Donc, Catherine Lenoble, je suis salariée d'une association qui s'appelle la Fabrique d'usage numérique, qui porte un projet de Fab Lab associatif à Tours. J'ai travaillé à la coordination de l'activité Fab Lab pendant 2 ans et
Et l'année passée, on a commencé à développer une nouvelle activité au sein de l'association, donc une activité adossée au Fab Lab, donc, qui porte le nom de l'autre brique et qui est un peu le constat des 2-3 dernières années passées donc, au développement, la structuration, l'animation de ce Fab Lab citoyen. C'était l'envie et le besoin d'aller un peu plus loin en termes d'accompagnement de projets, c'est-à-dire que voilà, un Fab Lab, un atelier partagé, on a des personnes qui arrivent avec tout type de besoins, de demandes. Ça peut aller de voilà, je viens faire mon projet en autonomie, des temps d'initiation, et puis parfois on sent qu'il y a des projets qui mériteraient d'être poussés, et c'était pas tout le temps possible de le faire en étant juste à la casquette. Je suis voilà. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va pas plus loin que l'accueil, et c'était se dire il faudrait mettre un peu de ressources humaines sur un poste un peu chargé de mission qui pourrait à la fois donc soutenir des makers, des créateurs, des artisans, des designers, des artistes qui passent ou des ingénieurs qui gravitent dans ces lieux-là et qui ont besoin un peu d'accompagnement pour que les projets puissent vraiment résonner, puisque souvent ce sont aussi des projets qui vont apporter des solutions au niveau local ou qui vont permettre vraiment des transformations aussi créatives, solidaires, circulaires sur les territoires. Et donc c'était l'envie d'apporter un petit peu cette brique-là, aussi bien donc pour des porteurs de projets donc de type maker, des gens qui font, que pour aussi les lieux qui accueillent donc des lieux type Beta Machine ou l'ouvre-boîte, c'est-à-dire des fois aussi le petit palier qui manque en termes de structuration pour que pour que aussi en tant qu'organisation on soit un petit peu plus solide. Donc la fabrique d'usage numérique, la FUN, a répondu à l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, donc un appel à projet de l'État qui visait donc l'émergence, l'accompagnement de tiers-lieux, mais je dirais que notre réponse était un peu comme un pas de côté, c'est-à-dire que c'était pas l'envie de créer un énième tiers-lieu, puisqu'en fait le Fab Lab de l'association est localisé dans ce qu'on appelle un tiers-lieu d'innovation à Tours. Donc c'est les anciennes imprimeries MAM qui ont été réhabilitées en espace de coworking. Il y a des entrepreneurs, des startups qui ont des bureaux, etc. Et puis donc nous, on a l'école des beaux-arts est installée, il y a des antennes de l'université, etc. Donc nous on est déjà dans un tiers-lieu. Donc l'idée, c'était plutôt de se voir comme une sorte de tiers-lieu distribué, c'est-à-dire on est là pour finalement travailler en réseau et développer une sorte de programme d'animation et de coopération avec d'autres ateliers, puisque parfois c'est vrai qu'on est, le passage par la définition de c'est quoi un tiers-lieu, je pense que c'est c'est parfois, on voit bien les effets de mode aussi qu'il y a autour de la dénomination tiers-lieu. Je pense qu'on peut tous dire qu'on a des ateliers. On travaille tous dans des ateliers partagés, et on essaie d'animer ces espaces-là. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus faire le travail de l'autre brique, c'est vraiment de mettre un petit peu ces différents ateliers en réseau à l'échelle locale, métropolitaine, enfin en Touraine, et puis aussi à l'échelle régionale. Alors, Catherine et puis Rémi, est-ce que vous pouvez nous dresser, peut-être à titre d'information pour chacun, une sorte de petite description des tiers-lieux qu'il pourrait y avoir sur la région, parce que je sais que tous les deux, vous avez travaillé sur cette question depuis des années. Et donc, voilà, pour qu'on puisse tous à peu près se représenter un peu la carte des tiers-lieux, entre guillemets, de la région Centre-Val-de-Loire, en toute modestie, bien sûr. Catherine, je t'en prie. Alors, tout dépend aussi jusqu'où on va dans le périmètre ou dans les terminologies, mais je dirais qu'on a, je ne sais même pas, en termes de chiffrage, aujourd'hui, on a
une bonne vingtaine d'ateliers partagés de production, fabrication, réparation, parce que là-dedans, c'est aussi l'idée de mettre des lieux comme des ressourceries qui vont avoir des bricothèques, enfin comment dire aussi des outils mutualisés, des espaces mutualisés, etc. Donc on a un certain nombre de lieux qui vont mettre ces pratiques-là en jeu. Après, à l'intérieur de cette vingtaine, après en fait c'est qu'on peut, je sais pas jusqu'où on peut ouvrir, parce que je dirais que on a des lieux qui sont soit qui se nomment Fab Lab, soit qui vont se nommer Hackerspace. Donc tout ça, c'est un peu par rapport à des philosophies, un peu de quel type de mouvement ou de valeurs culturelles, philosophiques on va se rapprocher. Des fois, je dirais que c'est aussi un petit peu le degré de structuration aussi. Comment on va garder peut-être dans un hackerspace vraiment la mise en avant d'une communauté forte. Peut-être que parfois dans des Fab Labs, on a aussi des communautés fortes, mais parfois on a des effets de structuration avec des équipes. Petit à petit, on voit des équipes avec des salariés, etc. Et donc ça, peut-être ça emmène un peu les projets ailleurs. Mais après, c'est vrai que du coup, aussi peut-être dans le périmètre un petit peu de l'ouverture aussi de ces ateliers. Moi, j'aime bien penser aussi justement aux écoles. Et là, je pense aussi à ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire que quand des ateliers de fabrication, de réparation se sont mis, ont mis leur énergie en commun pour produire des visières, des masques, des surblouses. Ce ne sont pas juste donc des espaces associatifs comme les nôtres, mais aussi des écoles. Je pense qu'il y a des IUT qui ont ouvert leurs ateliers, qui ont fait tourner leurs machines, ou des écoles comme Polytech, ou des écoles d'art aussi qui sont très bien équipées, qui ont des machines à disposition. Donc parfois, pour moi, l'idée, c'est de voir notre territoire, en tout cas là, si on prend l'échelle régionale, de se voir un peu comme un grand atelier de production. Et je trouve que ce qui s'est passé justement pendant le confinement était aussi de voir qu'en fait on avait un espèce de grand parc machine, si on visualisait ça un petit peu tous en commun, et que ça donne plutôt envie justement de mieux connaître et mieux identifier un petit peu justement les outils de production de chacun, pour se dire là on a fait un peu du design d'urgence, ou en tout cas on s'est mis un peu à travailler tous ensemble dans l'urgence, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, en tout cas d'autres coopérations à imaginer à l'avenir, sans attendre forcément d'être dans des phases d'urgence, pour mettre un petit peu toutes ces communautés-là et faire tourner ces outils de production à un moment où on parle aussi de relocalisation d'activités, etc. C'est-à-dire, c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut compter sur ces types de lieux et de structures aussi comme des petites unités de production, des micro-usines citoyennes en réseau, pour venir aussi abonder à d'autres manières de produire localement. J'ai fait un grand pas de côté là, peut-être par rapport à ta question. Mais... Ouais, c'était hyper intéressant. Rémi, je vais poser des questions en direct. Oui. Une sorte d'annuaire ou de cartographie qui permet d'identifier ces tiers-lieux pour celui qui n'habite pas à proximité d'un tiers-lieu qu'il connaît, mais qui pourrait éventuellement avoir une meilleure connaissance des autres tiers-lieux où il pourrait trouver une activité qui pourrait correspondre. Je pense que Rémi... merci. Merci Catherine pour ce développement. Je vais peut-être repréciser quelques chiffres qui existent malgré tout. Et notamment une chose qui est importante, c'est qu'on va pouvoir avoir au moins une chose positive dans la Covid, c'est que ça a permis de montrer et de démontrer que des personnes qui avaient des machines chez elles,
pouvaient se relier à des collectifs, monter des collectifs, se mettre, s'agréger les uns les autres pour pouvoir faire des choses et pour pouvoir faire des productions d'urgence telles que ce que vous avez connu peut-être ou dont vous avez entendu parler, les visières pour masques ou des masques tissus, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans la façon de fonctionner en France, en tout cas, et même en Europe. Et ça a permis de démontrer quelles étaient toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'avoir de la structuration à travers des associations. Alors après, que l'on appelle ça un Fab Lab, un Makerspace, un Hackerspace, c'est une question de sémantique et c'est une question d'organisation. Le Fab Lab, à la base, c'est un label du MIT américain, et donc c'est pas une question d'argent, pour une fois, c'est juste une question de critères, de directives qui sont à suivre ou pas. Et donc il y a une charte, on la signe ou on la signe pas. Bon, comme vous le savez, on est en France, et donc les labels, on s'en tartine de temps en temps, et donc il y en a certains qui s'appellent Fab Lab machin, et ils n'ont rien d'un Fab Lab puisqu'ils n'ont pas signé. D'autres, comme Beta Machine, ont souhaité être Hackerspace, d'autres ont souhaité être des Makerspace, ça veut dire maker, ça veut dire faire. Donc vous voyez, on va dire que tout ça sont des ateliers de fabrication numérique. Un raccourci qui est fait par les journalistes, qui est très emmerdant, pour être parlé clairement, c'est qu'on parle toujours de Fab Lab et d'impression 3D. Je rappelle qu'il y a un triptyque quand même, c'est les tours numériques, le Fab Lab, donc l'impression 3D, et puis vous avez aussi, aujourd'hui, vous avez des machines à coudre numériques, vous avez des choses comme ça, des matériels comme ceux-là qui commencent à devenir très, très liés à la découpe laser, voilà, c'était le troisième que j'oubliais. Et donc ça, c'est vraiment la base de tous ces ateliers, qu'ils aient tout ou qu'ils aient une partie seulement. Il faut être clair, tout le monde n'a pas tout, c'est logique, ça dépend des tailles, comme l'a dit Catherine. Il y en a qui sont très structurés, qui ont beaucoup de matériel et tout, il y en a d'autres qui sont moins, qui ont moins de moyens et qui ont plus de petites choses à droite à gauche. Ceci dit, l'ensemble, et pour répondre à votre question, on travaille, nous, au niveau du JPRESIA également, à la demande de l'État et de la région, sur de la médiation numérique. Et donc, on a été sur un programme Hub France Connecté. On ne l'a pas gagné parce que, bon, il a été considéré au niveau national que la région allait le faire. Ils avaient raison, on l'a fait. Donc, voilà, on le fait. On est en train de faire. Et le recensement que nous avons fait de tous les lieux de médiation numérique, c'est plus de 400 dans la région. Dans ces 400, il y a la vingtaine d'ateliers de fabrication numérique, connus, reconnus. Vous pouvez en rajouter environ à peu près l'équivalent, qui sont des tout petits ateliers, qui sont beaucoup moins connus, qui sont des ressourceries, qui sont tout un tas de choses comme ça. Certaines sont très connues, d'autres ne le sont pas, parce qu'ils restent entre eux, en silo un petit peu, et puis voilà. Et puis, vous avez donc 43, 44 espaces de coworking sur la région. 37, 38 bientôt font partie du réseau hashtag coworking CVL pour Centre-Val de Loire, qui est un réseau informel qui s'est monté avec les gens entre eux. Donc voilà, ça veut dire qu'on est sur peut-être à peu près une centaine de lieux, tiers-lieux, je dirais, structurés. Après, on a plein de choses qui font un amalgame dans différentes sources, dans différents axes, et qui peuvent être assimilés à un moment ou à un autre, comme tiers-lieu ou lieu tiers. Lieu tiers étant pratiquement la même chose, mais côté, c'est le nom qui a été donné il y a bien plus longtemps d'ailleurs, pour tout ce qui était compagnie de théâtre, socioculturel, activités culturelles, etc. Donc quand on prend tout ça, on a des lieux de médiation numérique, comme on dit aujourd'hui, et qui sont vraiment des outils pour l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est tout simplement le fait d'apporter au maximum de personnes, le KIDAM, comme on dit, les notions numériques, l'usage numérique. Ça peut être à travers un makerspace, un hackerspace, ça peut être à travers un espace de coworking, quoi qu'en pensent certains. Et puis voilà, et à côté de ça, comme l'a dit Catherine, il y a des gens et des structures qui surfent sur tout ça. Et notamment le coworking, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures, vous prenez les grands groupes hôteliers, Accor et autres, surfent sur le coworking et disent qu'ils font pour nous, sur notre vision, ce ne sont pas des actions de coworking en tant que tel. C'est du coworking façon télétravail amélioré, mais ce n'est pas la base du coworking tel que nous on l'imagine, tel que nous on le proclame ici dans la région. On est sur des choses beaucoup plus cernées autour de l'animation. Il ne suffit pas d'avoir un open space dans lequel on a plusieurs personnes qui travaillent, que ce soit des télétravailleurs ou des indépendants, ou des créateurs d'entreprises. C'est ça le triptyque à peu près qu'on trouve dans les espaces de coworking. Il faut aussi qu'on ait des animations, des salles de réunion. Je veux dire, en grande ruralité, comme on a beaucoup dans notre région, il est vachement important que pour un espace de coworking, il y ait des salles de réunion et notamment une visio dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'auront jamais les moyens de se payer ça et qui vont venir dans cet espace de coworking
pour faire des visios dans le cadre de leur travail, dans leur business. Ça, ce sont des nouveaux axes de travail et d'orientation du travail. Et ça, c'est super important. Et le Covid l'a encore plus montré. Parce que d'un seul coup, une grande partie des employés en France se sont retrouvés en télétravail. Et c'était très intéressant de voir la façon, l'évolution qu'il y avait là-dessus. Donc tout ne peut pas se résoudre avec le télétravail, il ne faut pas rêver non plus. Moi, j'ai travaillé 37 ans dans le privé avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Je peux dire que le management, il ne passe pas par le télétravail, il passe aussi par le contact. Donc c'est super important. Est-ce que tu veux bien préciser pour les personnes qui pourraient ne pas être au courant de ce que c'est le coworking? Alors, on a un piège, c'est qu'on utilise beaucoup de franglais et c'est difficile parfois pour les autres de comprendre de quoi on parle. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, dans une réunion comme ça, on m'a dit que je parlais que l'anglais. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le pli de dire que Fab Lab Hackerspace, on pouvait appeler ça atelier de fabrication numérique aussi. Ce n'était pas antinomique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On peut arriver à faire des choses autour de ça. Coworking, c'est tout simplement le fait de pouvoir travailler. Et là, le nom de tiers-lieu a été donné à cela parce que c'est la troisième voie. Je travaille chez moi ou je travaille dans une entreprise et entre les deux, je peux travailler dans un troisième lieu qui peut être un espace de coworking. Et cet espace de coworking va permettre de travailler dans de très bonnes conditions avec, par exemple, les flux Internet nécessaires et utiles, etc., ce que vous n'avez peut-être pas chez vous. Et puis chez vous, que vous n'aurez pas dans l'espace de coworking, c'est-à-dire les petits qui courent partout à côté ou je ne sais quoi, tout ce qu'on a vécu pendant le confinement et qui fait que certains n'ont peu ou très mal supporté le confinement et le télétravail parce que voilà, chez soi, c'était pas la même chose. Ceci dit, les espaces de coworking ont été beaucoup gênés pendant toute la période de confinement, puisqu'au début, il a fallu mettre en place tout un tas de critères et de distanciation physique et pas sociale, comme j'entends, ce qui mérite le poil. Distanciation sociale, il faut être stupide pour parler de ça. On parle bien de distanciation physique, ce qu'on essaie de faire ici, mais c'est pas toujours facile. Et puis voilà, toutes les consignes de sécurité sanitaire et autres. Et donc, dans le coworking, on va trouver à la fois des gens qui viennent travailler parce que au lieu d'aller payer des bureaux à un certain prix, dans l'immobilier de bureau, ils vont payer beaucoup moins cher pour le démarrage de leur activité. On y trouve beaucoup de professions libérales, beaucoup de professions d'auto-entrepreneurs, on y trouve des étudiants entrepreneurs, on y trouve des créateurs d'entreprises, et on y trouve aussi des salariés d'entreprise qui viennent travailler dans un lieu comme ça parce qu'il est plus près de chez eux. Et dans la région dans laquelle nous sommes, il faut savoir qu'on a une très très grosse proportion, et à Chartres, vous êtes bien placé pour le savoir, de travailleurs salariés qui, tous les jours, prennent le train pour aller travailler dans leur bureau sur la Paris et région parisienne. Et ça, c'est valable pour toute la région. Donc voilà, grosso modo, c'est l'univers dans lequel on est. Et je parle bien qu'on n'est pas dans les régus, dans les accords, dans tout ça. On parle bien de coworking, avec de l'animation, avec des bureaux partagés, avec des salles de réunion et avec des open space au niveau du travail. Pour revenir au fait que vous avez identifié environ 400 structures, elles sont visibles sur un site, identifiées dans un annuaire. Alors nous sommes justement là au niveau de la région, on est en train de mettre en place par le JPRECIA, parce que nous travaillons la géomatique. La géomatique, pour faire simple, c'est la transformation numérique de tout ce qui est cadastre au plan. Et nous avons un géomaticien au sein du JPRECIA qui travaille sur des cartos à l'heure actuelle, complètement open source. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, etc., qui veulent leur carto de tel truc, de tel machin, histoire de bien briller. Donc ça, c'est stupide parce que ça fait des cartos de partout, on ne sait plus sur à quel sens jouer. Et ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une base de données, la base de données de ces cartos, et le support que vous allez utiliser, que ce soit une carte hygiène, une carte Michelin ou je ne sais quoi, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la base des données. Et celle-là, si elle est commune, ça, c'est super important. Vous aviez lancé un sondage pour les recenser, ces structures, cet été. Il y a une cartographie, on va dire, pas éphémère ou temporaire pendant le confinement, justement, pour, en effet, repérer, visualiser qui produit quoi. Alors, ça, c'est la puissance que l'on peut avoir, c'est qu'on a fait une carto, par exemple, dans la région, pour les makers, pour ceux qui le souhaitaient. Nous, on n'oblige jamais personne, faut le savoir. Pour ceux qui l'ont souhaité, il y en a pas mal qui l'ont souhaité, eh bien, il figurait sur cette carto et un médecin, une boutique, un industriel qui cherchait des masques, des visières pour masques et autres, pouvait repérer l'endroit à côté de chez lui, etc., sur cette carto qui était complètement open source.
On la trouve toujours en ligne en ce moment? Elle est toujours en ligne, mais bon, elle est moins active, mais Oui, elle existe elle est toujours. moins actualisée, mais Elle existe toujours. ancienne que ça. Ça permet déjà d'avoir un peu une idée des Ouais, structures du coup, exactement. sur le territoire. Le site, ça va être obsolète. Pardon? Le site où on peut le trouver, cette cartographie. Je le donnerai d'une façon On le claire. notera tout à l'heure au tableau, je pense. On va rentrer un petit peu dans la mécanique un peu des tiers-lieux, parce que je pense que c'est ça aussi qui nous intéresse. Bien sûr. Et j'avais envie de te demander, Pierre-Yves, tout à l'heure, tu nous as parlé de récréationnel, moi j'ai envie de dire convivialité. En quoi, dans ces espaces, la convivialité favorise l'entraide dans les structures, dans les projets qu'on mène? En quoi, toi, en tant que luthier, parce que tu es luthier, ça favorise peut-être le développement de ton entreprise, entre guillemets, et quelle est la plus-value par rapport à un espace que tu pourrais louer peut-être ailleurs? Ouais, c'est une très très bonne question. Et avant de m'installer à l'intérêt général, c'est vrai que j'y croyais à peine au côté réseau professionnel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque étape de la création de mon atelier, parce que ça c'est passé par là, ce sont des gens que j'ai rencontrés dans le cadre d'événements sociaux qui m'ont apporté des solutions. Et j'ai encore beaucoup de solutions à trouver, beaucoup d'autres gens à rencontrer. Et encore tout à l'heure, à Beta Machine, j'ai échangé avec Pierre qui anime des ateliers d'électronique, parce que moi qui suis artisan, je travaille essentiellement du bois. L'électronique, c'est un monde à part. Alors, de toute façon, quand on fait, mettons qu'on organise une fête, une soirée où on danse, en fait, on s'est rendu compte que les gens venaient pas forcément pour danser, mais pour échanger, se rencontrer, apprendre plus les uns sur les autres. Et puis là, on apprend, ah bah oui, tiens, tu fais ça. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à mettre deux personnes en lien qui partagent des intérêts communs ou des problématiques communes. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est le tissu social qui fait ça. À l'intérêt général, on ne fait pas trop de pub pour essayer d'avoir le plus de gens, mais il se trouve que de ce fait, ce sont les gens les plus curieux et les plus intéressés qui passent le pas de la porte avec leur bagage et leur centre d'intérêt. C'est intergénérationnel. Ça, c'est important. Et est-ce que, j'ai envie d'insister sur cette dimension de l'entraide, est-ce que vous constatez ça, Fanny, et puis Adrien, ou aussi à Beta Machine? C'est-à-dire qu'on a peut-être un projet personnel et on va aller chercher la compétence de quelqu'un d'autre qui va nous aider à finaliser ce projet. Et finalement, est-ce que cette dimension de partage de compétences et de connaissances est quelque chose qui est vital à ces lieux? C'est essentiel. Ouais, alors, c'est la raison d'être au début, typiquement, de lieux comme la boîte à outils. Après, quand on a écrit le projet de la boîte à outils il y a quelques années, l'idée, c'était aussi que du coup, il y ait du transfert de compétences entre les adhérents eux-mêmes. Et puis, au fil du temps, c'est structuré. Je crois que c'est Catherine qui le disait tout à l'heure. Voilà, plus il y a de salariés, plus ça se structure et on passe dans une autre dimension. Et là, on arrive à un moment de la vie de la boîte à outils où justement, il faut qu'on soit vigilant, où nos adhérents ont un peu tendance à se reposer sur le fait qu'il y ait des salariés, des responsables d'ateliers, menuisiers professionnels, par exemple, etc. Et là, on commence à sentir, au bout de 4 ans de fonctionnement, qu'ils papotent un peu moins les uns les autres de leurs projets respectifs en interférant sur « Ah oui, c'est bizarre, tu fais comme ça, là, ben, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça, blablabla. » Et hop, ça… Voilà. Et que quand ils ont une difficulté, ils ont tendance à aller voir le pro, le salarié, plutôt… Voilà. Et du coup, ça, c'est une polarité, ou une tension sur laquelle… C'est pas une évidence, en fait, dans nos modes de pensée, je pense. C'est fondamental dans la raison d'être de nos structures, mais il faut le préserver. Voilà, c'est pas parce que c'est écrit dans le projet que définitivement c'est incrusté dans nos gènes. Ça dépend aussi de qui est là, des moments, de pourquoi on vient dans cette structure, qu'est-ce qu'on vient y chercher. Et nos adhérents aujourd'hui, après 4 ans d'ouverture, sont pas forcément nos adhérents du démarrage et ils viennent pas chercher la même chose à la boîte à outils que les premiers. Et donc mais c'est précieux. Et donc régulièrement, il faut qu'on se repose la question de est-ce qu'on arrive à le à le faire exister, quoi, ce volet-là. Du coup, Beta Machine, parce que je clarifie un peu les choses, Beta Machine n'est pas un Fab Lab. C'est un espace de création numérique, mais on n'est pas un Fab Lab parce que, comme le dit Rémi, un peu la problématique l'intérêt du Fab Lab, c'était de proposer dans différents lieux sur le territoire
à l'échelle mondiale le même type d'outils dans des espaces localisés. La difficulté, c'était que, par exemple, nous, la découpeuse laser, ça n'a jamais répondu à un besoin spécifique des adhérents. Donc, on n'allait pas forcément passer du temps à chercher de l'argent pour acheter une découpeuse laser qui ne répondait pas forcément à des besoins des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que, finalement, en s'interrogeant sur notre identité, on a plus basculé du côté hackerspace, mais après, ça ne nous empêche pas de travailler avec les Fab Labs et puis dans l'échange. C'est juste qu'on clarifie les choses pour que les gens, quand ils viennent à Beta Machine, ils sachent à quoi s'attendre. Donc du coup, cette idée-là d'entraide, en fait, elle est essentielle à la communauté du hackerspace, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'entraide, s'il n'y a pas d'échange entre les pairs, s'il n'y a pas de discussion, en fait, le lieu ne vit pas. Et c'est justement, des gens qui viennent qui sont venus à Beta Machine, qui ont vu qu'il y avait de l'espace, ils se sont dit, tiens, j'ai la possibilité de récupérer telle machine, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Parce que déjà, une machine qui fait 1 tonne, on la déplace pas tout seul. Donc, généralement, il y a besoin, à la fois d'une association porteuse pour louer, une grosse machine, un gros transporteur, et puis après, pour pouvoir l'intégrer dans le lab. Donc, l'entraide, elle se fait déjà à la porte d'entrée quand les machines arrivent. Et après, il y a des gens qui ont effectivement, comme tu dis, des compétences techniques dans différents domaines. Et là, il y a eu plein de projets où il y a eu beaucoup d'échanges, mais là, c'était assez impressionnant. Depuis 2 ans, on a une activité autour de la couture. Et bon, là, la couture numérique, ça vient pas tout de suite. On essaie de dire, à nos usagers qu'on peut faire ça, mais ça les intéresse pas. Et donc, ils ont fait leur action là pendant le Covid. Elles ont produit 970 surblouses et les gens ne savaient pas forcément coudre. Hein. Ils ont appris, sur le lieu. Donc, il y avait vraiment de l'échange et de la convivialité, quel que soit le niveau de compétence. Et donc là, maintenant, elles ont compris qu'elles pouvaient aussi échanger avec tout le monde au sein du lab et faire bénéficier des compétences des autres. Donc là, il y a Christian qui nous a rapporté une machine à commande numérique en bois, pour découper du bois. Et ils ont réussi à travailler ensemble pour créer un métier à tisser. Voilà. Ils devaient en faire qu'un et finalement, ils en ont fait 4. Donc voilà un exemple d'entraide et d'échange. Finalement, je me dis que d'une certaine manière, alors je vais utiliser un gros mot, mais on parle d'encapacitation, d'empowerment, de pouvoir d'agir. On donne du pouvoir d'agir aux gens. J'ai envie de vous entendre rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on leur donne la capacité d'agir par eux-mêmes sur un certain nombre de sujets. Hier, on a eu une table ronde pour expliquer à l'ensemble du public sur la frugalité et la low-tech. Et on a beaucoup parlé de réparation et de faire soi-même et de faire ensemble. Et dans cette dimension-là, en quoi vous pensez que les espaces comme les tiers-lieux sont les espaces de fabrication de demain? C'est une super question, ça. Hein. Alors, je la balance à qui, celle-là? Si je peux me permettre, en fait, ce qui nous a scié à Beta Machine quand on s'est retrouvés tous le 16 mars confinés chez nous, c'était de voir qu'en fait, il y avait un manque d'un produit, qui était le masque sanitaire ou la visière, et que, malgré nos réseaux, en fait, on constatait qu'il n'y avait plus de savoir-faire locaux sur ces produits. Et on a essayé de solliciter pendant 15 jours, on a travaillé avec la préfecture, avec nos réseaux professionnels, pour essayer de trouver quelqu'un qui pouvait faire des moules, qui pouvait mettre en place des réseaux de couture assez impressionnants. Et en fait, on n'a pas réussi. Enfin, c'était, ce qui nous frappait, c'était qu'il n'y avait plus les machines qui étaient sur le territoire. Donc, nous, on ne prétend pas Beta Machine d'être l'industrie de demain ou d'être les sauveurs suprêmes, mais on essaie de conserver en fait des outils, d'avoir des machines, comme tu dis, des années 30 qui peuvent paraître parfois désuètes, mais qui fonctionnent toujours, qui correspondent à un besoin et qui aujourd'hui, il faut des tiers-lieux, des lieux comme la boîte à outils, comme la Fun ou une Beta Machine, pour qu'il y ait des machines qui soient préservées. Alors pas comme un musée. Alors, c'est des fois un combat Beta Machine pour se dire tiens, on récupère telle machine, mais là, c'est marrant, on a le même. Nos vieilles machines des années 30, elles sont magiques.
de revaloriser, de redonner de la valeur à des compétences techniques manuelles, au savoir-faire manuel. Et il y avait, je crois, pas de dimension forcément très sociale ou très... voilà, c'était vraiment le savoir-faire technique qu'on mettait en avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte dans notre pratique que finalement, on ne pousse pas très très loin la technique. Notamment, on a un menuisier, on a quelques adhérents qui viennent faire de la menuiserie hyper puriste et voilà. Mais on a aussi beaucoup d'adhérents qui viennent juste bricoler. Alors, des fois, ça file des boutons à notre menuisier. Il a parfois du mal à accepter qu'on reparte avec un truc en boîte palette tout guingois. Mais au final, ce qui a été fait, c'est de travailler sur des compétences sociales et justement sur cette manière d'être ensemble, de faire ensemble, de retrouver de la confiance en soi, d'oser pousser la porte de chez nous en se disant je sais pas faire, mais quand même ça va être possible de le faire. Et ça, c'est pas facile, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi ça qu'on travaille et qu'on développe. Alors, ou sur voilà, sur des gens individuellement qui ont un peu peur et qui ne se sentent pas capables, mais de manière plus générale aussi sur comment, et ça répond aussi à l'autre question, comment on construit le monde de demain, de se dire que si on a envie d'un truc, il va être possible en fait. Et que peu importe, c'est pas parce que ça se fait pas ou ça n'existe pas ou il n'y a pas moyen que ce soit pas possible. Tu veux le faire, on va essayer de réfléchir ensemble. Non, on ne le fait pas. Effectivement, tu viens nous demander, est-ce que chez nous, on peut faire ça? Ben non, en fait, chez nous, on ne fait pas ça. Ben, c'est pas grave, tu as envie de le faire. On va cogiter à qu'est-ce qu'il faut aller chercher qu'est-ce qu'il faut rajouter là dans la marmite commune pour que, je dirais, le seul truc qui peut le rendre impossible, c'est le manque de temps, quoi. Notre seule limite, c'est que, voilà, les journées ont que 24 heures. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on le fait pas que c'est pas possible de le faire. Et ça aussi, ça construit une vision de demain un peu différente, quoi. Je sais que tu veux compléter, Rémi, mais je vais compléter ma question. J'aimerais que tu nous donnes un peu une vision sur pourquoi il faut essaimer ce type d'espace et peut-être toi, dans la vision que tu as, comment on essaime aujourd'hui les tiers-lieux, s'il faut les essaimer. Alors, déjà pour répondre par rapport à la question d'avant, moi je vais donner une petite précision qui est importante. Moi, ça fait 7 ans que je laboure la région. J'utilise le terme exprès parce que je suis moins à mon bureau que dehors et à regarder. Alors en ce moment, je suis un peu contraint puisque avec le Covid et tout, c'était un peu pénible. Mais enfin, néanmoins, les visios étaient là pour ça. Ces tiers-lieux, et dans l'acception qu'on leur donne ici, c'est à noter que ce sont des lieux d'expérimentation. Et ça, c'est nouveau parce que ce sont des lieux d'expérimentation que le citoyen ou n'importe quelle personne peut s'approprier. Et plus on va le structurer, et plus on va en faire quelque chose qui va être hors dimension par rapport à l'envie et l'appétence que les gens ont de montrer ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils peuvent faire. Quelquefois, ils s'ignorent et en allant avec des amis, avec le bouche à oreille, ils se découvrent. Et ça, je crois que c'est nouveau et c'est vachement important parce que ce soit en ruralité ou dans les villes, ben, ça amène quelque chose. D'abord, ça amène que les gens se rassemblent. Et avec des niveaux, tout niveau. Voilà. On y voit aussi de l'intergénérationnel, beaucoup, entre des jeunes qui viennent avec les esprits numériques et l'usage numérique, et puis des personnes plus âgées qui, elles, ont le tour de main, et pas le numérique. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de pouvoir relier tout ça, et de pouvoir faire en sorte que ces formations de pair à pair, entre guillemets, c'est toute la différence aujourd'hui. On parle toujours dans les usages numériques de l'apprenant et de l'enseignant. En fait, là, on a une multiplicité, on a un croisement des deux. C'est-à-dire qu'à un moment, l'apprenant devient enseignant et vice-versa. Et ça, c'est vachement intéressant. Et je crois que ça, c'est nouveau dans notre façon de procéder, dans notre façon de faire et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant dans l'essaimage potentiel de ces tiers-lieux. Alors, doit-on essaimer dans tous les sens, n'importe comment et tout? Moi, je dis que je suis désolé, moi, je suis un pur libéral. Et je me dis, voilà, ça naît parce que des gens ont envie que ça naisse. Et si on attend qu'une collectivité fasse naître quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Si on attend d'un autre côté qu'une association reste purement et simplement sur elle-même, en silo, parce qu'elle a créé quelque chose, mais elle ne veut pas l'ouvrir à autre chose, là aussi, c'est une erreur pour moi. Et c'est le croisement des deux, là encore, qui va faire les choses. Il faut que les uns et les autres, il y ait de l'ouverture et il y ait de la curiosité. On va vers les choses. Aujourd'hui, dans la région, on a la chance d'avoir des recycleries, des petits ateliers qui sont anodins ou qui peuvent le paraître. Moi, je pense qu'ils ne le sont pas, mais ils peuvent le paraître. Et puis, on a l'industrie Lab à Orléans. Et là, on a des choses dans lesquelles il y a eu 3-4 millions d'investissements. Donc, forcément, les machines, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on va avoir dans les lieux qu'on a ici.
Mais néanmoins, on peut faire des choses. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le futur. Le futur, c'est quoi? C'est d'arriver à relier tous ces univers à un moment ou à un autre pour faire des choses. Et là, on va avoir quelque chose de nouveau. C'est ça qui est important. Si on reste chacun dans notre petit coin, dans nos petits trucs, on n'avancera pas. Et ça, c'est très français, malheureusement. Moi, j'ai eu la chance de me balader en Europe et tout, de voir des choses, d'autres choses. Je peux dire que bon, ça fait du bien de temps en temps d'aller voir ailleurs. Et la multiplicité des choses fait que, et des genres, fait que justement, c'est la richesse, elle est là. C'est qu'on va avoir des gens qui vont être jeunes, dynamiques, qui ont envie de faire un truc avec 2-3 bouts de torchon. Et puis il y en a d'autres qui ont connu la couture sous une forme bien précise et pas autrement. Mais si on arrive à relier les deux, c'est là qu'on a de la puissance. Et c'est là, c'est ce qu'on a vu. Quand on a vu que pendant le Covid, pendant le confinement, pardon, on a pu faire jusqu'à 35 000 masques tissus par moment dans certains endroits. Voilà, ça c'est autre chose. C'est une réactivité, et c'est ça aussi la force de ces lieux, c'est d'avoir de la réactivité, de l'adaptabilité. On a 2-3 trucs qui nous embêtent parce que c'est administratif, machin et tout, c'est pas grave, on va contourner d'une façon ou d'une autre. On n'est pas hors la loi. On contourne des choses qui sont emmerdantes et qui font qu'on ne peut pas le faire. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les faire, et d'une façon un peu différente. Et puis après, on se met autour d'une table, et avec ceux qui font la législation et autres, on leur dit, voilà, on a pu le faire quand même. Ça existait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se posent des questions sur tout ce qui s'est passé, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et comment on a pu, dans certains endroits, avec des hôpitaux et autres, arriver à trouver des solutions en pur local. Et là, la Chine, c'était loin, hein, dans tous les sens du terme. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part du public, exclusivement un mode consommation? C'est-à-dire, est-ce que le public qui vient dans cette période vient aussi avec l'idée de partager et pas exclusivement consommer et utiliser les machines? C'est une première question. Et une deuxième question derrière, moi, ça me fait penser à une expérience personnelle en tant qu'élu local. Est-ce qu'il existe des tiers-lieux portés par des collectivités locales? Oui. Et pas exclusivement associatifs, par exemple? Les deux. Et c'est pour ça que dès qu'on me parle d'un modèle, qu'il soit économique ou autre, moi, ça me fait sourire. Parce qu'en 7 ans, je peux vous dire que toutes les réunions qui ont tourné autour du modèle, elles ont pas abouti. Parce qu'en fait, c'est des modèles qu'il y a, et c'est très bien. C'est ça la richesse, c'est d'avoir plusieurs modèles, et pas d'avoir un truc stéréotypé où tout le monde doit passer par les fourches codines. Ça sert à rien, ça fait pas avancer le sujet. Ce qui fait avancer le sujet, c'est ce qui a été fait. Avec une énorme structure d'un côté, avec une toute petite structure de l'autre côté. Des deux côtés, on a trouvé des solutions. Ça, c'est vraiment important. Quant à l'intérêt de la première question, je laisse ceux qui sont sur le terrain et dans les choses répondre. Je connais la réponse. Non, peut-être, oui, sur le côté, le rapport à la consommation, on va dire de personnes qui peuvent graviter dans ces lieux-là. Comment dire, peut-être, bon, je sais pas, j'ai le sentiment que, évidemment, peut-être quand on traverse ces lieux-là, c'est qu'on est déjà un petit peu dans des interrogations. On a envie d'aller dans un tiers-lieu parce que on va faire un cours de jardinage, de couture, on va aller participer à une conférence zéro déchet. Enfin, voilà, je pense qu'on vient déjà trouver dans ces lieux-là. Après, comment dire, on aura toujours des démarches parfois de, comment dire, en effet, un petit peu consommatrices. Ou ça, en plus, je dirais que c'est peut-être aussi parfois la fascination pour, par exemple, pendant très longtemps, enfin, je veux dire, les Fab Labs, c'était vraiment avec l'impression 3D. On vient faire son Pikachu, et ça, je pense que c'est vraiment la partie, comment dire, pas très très valorisante, ou en tout cas, bon voilà, les Fab Labs, il y en a de toutes sortes, et évidemment, après, c'est aussi à chacun de, comment dire, il y a un peu le projet associatif, le projet pédagogique qu'on a envie de mener dans son Fab Lab, aussi, comment dire, les questions tarifaires, quelles vont être, voilà, si on va chercher l'accessibilité, aussi d'avoir des sommes assez modiques pour pouvoir accéder à ces machines. Bon, voilà, il y a vraiment tout un tas de questionnements, mais voilà, je pense que ce sont quand même, comment dire, on aura toujours peut-être ces comportements-là, mais je crois que comment dire, c'est un petit peu de la responsabilité des porteurs de projets de ces lieux-là aussi d'y mettre telle ou telle valeur. Et après, donc sur le côté juste
tiers-lieux, collectivités, etc. Bah, en fait, je dirais comme n'importe quel... Enfin, je sais pas si on prend un lieu culturel, on va avoir des lieux culturels qui vont émerger du fait d'une municipalité, d'une collectivité, et on va avoir des lieux intermédiaires qui vont, des salles de concert, des galeries qui vont naître d'associations. Donc, là, je dirais que peut-être là où il faut faire attention sur peut-être des initiatives qui peuvent être portées par des collectivités, dans le fait de faire émerger des tiers-lieux, c'est parfois le côté hors sol par rapport à des communautés qui sont pas existantes. Enfin, en tout cas, je dirais que ça, c'est juste un aspect quand même assez important je dirais que je pense que là, je connais pas donc l'espace de l'intérêt général, mais j'imagine que en fait, un tiers-lieu va quand même de pair avec aussi d'être collectif ou de communauté, et c'est vrai que par rapport à des tiers-lieux qui peuvent être portés par des communautés de communes, etc. Il y a peut-être, c'est important qu'il y ait un travail qui soit fait avec, un vrai travail d'animation communautaire. Il y a un travail d'approche qui est absolument primordial. Une collectivité qui monte un tiers-lieu sans se soucier de la communauté qu'il va falloir monter auparavant, c'est mort déjà d'avance. C'est le message qu'on leur passe systématiquement. Et celles qui réussissent leur projet sont celles qui arrivent à monter à travers des barcamps, comme on appelle, c'est-à-dire des réunions dans lesquelles les gens co-construisent. Et ces co-constructions font que le projet va fonctionner. Pourquoi ? Parce que le jour où ils vont couper le ruban avec tout le cinéma et tout, il y aura de toute façon la communauté ou les communautés qui ont existé en amont, en parallèle. Celles qui font pas ça, qui font le truc habituel que l'on voit dans les petites communes notamment, c'est-à-dire j'ai une friche industrielle ou autre, donc avec 3 coups de peinture et tout, et puis je fais un espace de coworking ou un simili Fab Lab, celles-là sont mortes d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les permanents dedans, il n'y a pas les choses qui vont avec, il n'y a pas la communauté. Donc ça, c'est clair que c'est de l'argent qui est foutu en l'air. Et notamment pour que la communauté ou que les acteurs du territoire adhèrent au projet et viennent le rendre plus riche, etc. Il faut aussi que la collectivité, bien que le portant financièrement, ayant impulsé la dynamique, etc., arrive à accepter que peut-être son projet ne soit pas tout à fait ce qu'elle avait envie qu'il soit au début. Et c'est aussi là qu'on se heurte. Il ne suffit pas qu'ils viennent nous consulter, qu'ils nous intègrent au projet. Il faut aussi qu'ils acceptent que du coup, on amène autre chose finalement que ce qu'eux, ils attendaient. Ça, c'est pas toujours facile pour une collectivité d'accepter en fait de se faire un petit peu déposséder des rênes du projet. Alors c'est effectivement du copilotage, on ne prend pas complètement le pouvoir dans ces communautés-là, mais on est quand même des communautés avec des caractères, avec des envies, des idées bien précises sur ce qu'on a envie de faire. On n'est pas juste des exécutants. Il faut accepter du coup de donner de la place à ce que finalement... c'est notre rôle de médiation, bien souvent, nous, sur ce sujet-là. C'est-à-dire d'arriver à amener les communautés et la co-construction. La co-construction, c'est super important. La co-construction, c'est pas de discuter ensemble, mais j'ai tout décidé avant. Mais ça, je le vis, moi. Donc, de temps en temps, on le rappelle. On dit, ça, c'est pas de la co-construction, c'est autre chose, c'est de l'image, c'est de la com. Donc, c'est pas la même chose. Je crois que Adrien voulait compléter aussi. Ouais. Du coup, c'était sur le côté consommateur. Après, les consommateurs dans les Hackspace, dans les tiers-lieux, il y en a toujours. C'est comme c'est ouvert au public concerné, du coup, on les accueille. Après, du coup, c'est pas eux forcément qu'on va se souvenir ou qui vont rester sur le temps, mais je vois Jacques qui est là au premier rang, qui était là aux premiers ateliers en 2016 et qui est toujours présent à Beta Machine, qui vient. C'est pas un consommateur, il vient aux ateliers, et puis après, il nous a aidé pendant le confinement avec du Je me permets de dire un mot. Moi, je pense que les gens adhèrent, et puis suivant ce qu'ils trouvent, ils continuent ou ils ne continuent pas. Exactement. Et ils s'appliquent plus ou moins en fonction de leur personnalité et des besoins et de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ressentent qui peut être apprécié dans la communauté. Et j'en profite de l'intervention de Jacques pour demander s'il y a des questions dans le public, parce que depuis tout à l'heure, on parle, mais on oublie que dans un hackerspace ou dans un tiers-lieu, c'est d'abord la communauté qui parle, et je crois qu'on fait communauté pour quelques heures. Et donc, si vous avez des questions, je crois que monsieur voulait poser une question tout à l'heure. Ah oui, j'avais une question. Oui. Et c'est intéressant d'écouter la fin de vos échanges. Moi, j'ai une question.
j'ai vu la pratique du coworking au Japon. Par contre, je me suis toujours posé en fait une question, je dirais, de fonctionnement, notamment une fois qu'on a compris les avantages, les contraintes, qu'on a défini les acteurs, je me suis toujours posé la question du temps dans le coworking. Et notamment comment vraiment gérer le temps, effectivement, des différents intervenants. En comparant au temps du projet ou de l'activité et le temps ensuite des contributions en fait, individuelles. Quoi, en fait. Est-ce qu'il y a une étude là-dessus Il y a forcément des études, puisqu'il y en a dans tous les sens et pour tout aujourd'hui. Moi, je dirais que par expérience, les personnes qui orchestrent le mieux leur temps sont ceux qui ont accès à des espaces de coworking dans lesquels l'accès est libre. Il est libre à travers des outils comme celui-là. Il y a des exemples. Il y a une boîte Tourangelle qui est née dans un startup week-end, c'est-à-dire en 54 heures dans un week-end, et qui a mis au point un système qui vous permet d'ouvrir les portes et de les fermer avec votre smartphone. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur des plages horaires de bureau, on est sur des plages horaires qui correspondent à ce qu'un coworker, c'est comme ça qu'on appelle celui qui est dans le coworking, a envie de faire. C'est-à-dire que ces horaires ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de faire, du style 9h, 17h. Ça peut être aussi du 14h, 23h, voire plus. Ça peut être aussi parce que j'ai des activités à l'international et qu'il y a une salle visio dans l'espace de coworking, je vais venir à 4h du mat parce que je suis avec Hong Kong ou je ne sais quoi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une anecdote, ça existe à Brainbox, en dessous de Châteauroux, où il a dans ses coworkers des gens qui font ça. Donc, vous voyez, voilà. Et en fait, dans tous ces lieux-là, ce qui est intéressant, c'est de voir les possibilités qui sont données. Et les horaires d'ouverture, les plages horaires, tout ça, ça sont des choses qui sont vachement intéressantes et importantes. Parce qu'elles donnent des possibilités. Il faut vraiment l'évaluer dès le départ. Il faut faire attention, parce que tous les gens qui sont dans les ressources humaines ne sont pas tout à fait partants sur cet aspect-là des choses. Ensuite, je crois qu'il faut différents coordinateurs, en fait, à des endroits précis, quand on est vraiment dans un projet, surtout quand il est complexe. Je vais profiter de cette remarque pour poser une question empirique, parce que ça pose la question de comment on décide dans ces communautés. Puisque, effectivement, on parle de communautés, de gens, de multiples personnes avec des intérêts, des échanges différents. Comment ça fonctionne à l'intérêt général? Comment vous décidez ensemble? Et je pense qu'après, on pourra élargir la question aux autres membres de tiers-lieux. C'est voilà, comment ça fonctionne à l'intérieur d'eux. Alors, on arrive sur la dernier tunnel de fin de notre table ronde. Donc, je vous demanderai aussi d'avoir des réponses assez concises, puisqu'on a un ou deux sujets encore à aborder. Voilà, donc je t'en prie. Donc, je rappelle, l'intérêt général, c'est une association type loi 1901. Donc, on a l'obligation d'avoir un président et un trésorier. Après, on se réunit tous les mois parce que on crée notre calendrier pour les 2 mois à venir. Et donc, on essaie de publier la date des événements assez en amont des événements pour que les gens puissent s'inscrire pour y participer. Donc, durant ces réunions, en fait, y participent ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Moi, je me considère un membre actif de l'association, c'est-à-dire que j'ai aucun intérêt dans cette association que d'y participer et de proposer de proposer des ateliers que j'ai envie d'animer. Si j'ai envie de faire une soirée karaoké, je viens à cette réunion et je lève la main et je dis je ferai bien une soirée karaoké le 13. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout en légèreté. Alors, on n'a pas du tout on n'a pas de salariés. Nous, on est 100% sur base de volontariat, de bénévolat. Donc, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Le bénévolat, ça veut dire on y va avec le temps qu'on a. Ça marche pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont plus. Moi, j'ai des enfants, mais ils sont grands, donc ça me laisse du temps pour créer des événements pour les autres et puis pour moi-même aussi, parce que ça enrichit tout le monde en fait.
Voilà, je ne sais pas comment ça se passe à Beta Machine. Ou... Beta Machine, ça se passe comme à peu près pour l'intérêt général. On est aussi donc une association loi 1901, donc conseil d'administration, assemblée générale tous les ans. On a tenté une expérience il y a 4 ans, autour d'un ce qu'on appelait le Monday Meeting. On organisait un peu une assemblée générale tous les lundis. Tous les lundis soirs, on proposait à tous les membres de venir discuter des travaux du lab, des ateliers, des aménagements nécessaires. Et donc, on a tenu l'expérience pendant plusieurs mois. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'était généralement toujours les mêmes qui venaient aux réunions et que les adhérents ne venaient pas. Parce qu'il y avait une fréquence de réunion qui était relativement importante. Une réunion toutes les hebdomadaires, c'est beaucoup. Le lundi, en plus, c'était pas forcément le plus pratique. Donc, on a arrêté l'expérience parce qu'on était tous fatigués de se réunir comme ça toutes les semaines. On a gardé la capacité aussi du conseil d'administration à être ouvert. Et jamais un conseil d'administration ne s'est fermé à la présence d'un membre de Beta Machine qui avait le besoin ou la nécessité d'exposer son projet parce qu'il engageait peut-être des travaux, peut-être des investissements particuliers de l'association. Et donc, voilà, on garde cette pratique ouverte chaque mois. Alors nous, on a un fonctionnement qui ressemble à ce que tu décris de Beta Machine maintenant, avec un CA très ouvert qui constamment réitère ses appels à l'ouverture auprès des adhérents. Alors évidemment, tous les ans, au moment de l'AG, on essaye de poser en AG le plus de sujets possible, de ne pas faire une AG juste sur les points obligatoires de l'AG et puis de transférer au CA la compétence de décider de tout le reste. On essaie vraiment de débattre de tous les enjeux en AG, plus encore qu'en CA. Après, évidemment, le CA se réunit plus souvent et plus facilement que l'AG, mais je pense vraiment qu'aucune décision cruciale sur l'orientation de la boîte à outils n'est prise par le CA. Et justement, là, tout récemment, je regardais Florence en entendant la réponse que tu faisais à propos de votre AG hebdomadaire. On a eu une discussion justement dernier ça. On commence à être beaucoup plus nombreux à la boîte à outils et du coup, effectivement, il y a de moins en moins de diffusion. Enfin, c'est de plus en plus difficile d'avoir cette diffusion un peu informelle où on sait tous en fait en gros ce qui se passe et quand on décide, on sait qu'on a le mandat de nos adhérents pour décider sur ce sujet-là. On y va au consensus. C'est hyper rare qu'on ait besoin de voter. On arrive à tomber d'accord, à entendre tous les points de vue. Voilà, si tu as envie de faire une soirée karaoké, effectivement, le 13, il suffit qu'il y en ait un qui dise « Ah ben non, moi, le 13, je vais être charrette parce que le lendemain, je vois un truc, me pourrissez pas ma soirée. » Et puis, OK, on ne le fait pas le 13, on fait le 14. Et en gros, c'est pas très compliqué à décider parce qu'on s'entend, on s'écoute. On commence à être très nombreux. Et du coup, on se regardait, Florence et moi, là, pendant que nous discutions, en disant « Ah, une AG alors peut-être pas hebdomadaire chez nous, mais une AG mensuelle ou un truc, une réunion des adhérents qui s'appellerait pas CA, peut-être ça pourrait être une idée à vous piquer. On l'expérimentera, on vous racontera. Je crois qu'il y a Clément qui avait une question. Oui, je voulais juste savoir votre avis justement par rapport au tiers-lieu. Si vous êtes à l'entête comme des partages, qui bousculent un petit peu les hiérarchies, et puis c'est aussi un peu les lieux du faire autrement, donc les lieux de demain. Et vis-à-vis de ça, penser vis-à-vis du fait, comme je pense notamment chez Simonet, tout ça, sur la récupération politique institutionnelle, voire entrepreneuriale, en fait, de ces lieux-là, de tiers-lieux, parler par exemple du souci des compétences, de toutes ces terminologies qui sont en fait des terminologies managériales. Et je vais voir en quelle mesure, je veux dire, comment vous concevez ça, comment vous subissez ou vous l'affirmez, si c'est quelque chose que vous sentez ou pas du tout. Alors, si je peux me permettre, la récupération politique, effectivement, il y a peut-être une tendance nationale, internationale sur tout ce qui est tiers-lieu, mais parce qu'il y a un mouvement de fond citoyen et où les gens s'engagent dans des lieux comme ça, créés soit par des structures associatives, soit par des structures institutionnelles. Et les deux cohabitent. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. J'ai envie de dire aussi, si on prend les critères d'un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un lieu de convivialité, des outils partagés, une possibilité de discussion et d'échange entre pairs. Voilà, c'est une bibliothèque en fait. Le réseau Canopé que tu diriges ici à Chartres, il a toutes les configurations pour être un tiers-lieu. Donc le tiers-lieu, c'est une définition qui est relativement large. Donc si les politiques
s'intéresse à cette question-là, essaye de mettre de l'argent, on n'est pas dépendant, nous, de ces subventions-là. On peut très bien refuser aussi de courir tous les 15 jours après les subventions. Voilà. On fait d'autres choix. Des fois, on le fait, des fois, on le fait pas. Bon, on est libre de le faire. Il n'y a pas d'injonction politique à ce qu'on soit, labellisé par l'État, quoi. Enfin, il n'y a pas de besoin. Chacun fait à sa sauce. Et nous, à Chartres, enfin, tu vois, on ne dépend pas. On existe depuis donc 2 ans avec l'intérêt général, Beta Machine depuis 4 ans. On n'a jamais eu une visite de politique, d'un élu politique de Chartres dans nos locaux. Et on vit très bien. Voilà. Même si je pense que je ne parlais pas forcément de la politique, mais aussi de l'approche. Plusieurs fois, il y avait par exemple ce besoin de cibler les compétences, celles qui se développent dans ces lieux-là, etc. C'est à l'évidence, c'est des lieux qui vont faire, donc les gens savent faire des choses après. Et là, dans quelle mesure il y a ce besoin, cette intention de faire Peut-être que, j'ai l'impression qu'on a un peu évoqué ça, mais peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé au tout début avec, je dirais, toute la difficulté parfois dans ces lieux où justement on apprend, on s'auto-forme, on est dans une sorte de dans une sorte de continuité pédagogique. Enfin, en tout cas, c'est des lieux du faire de l'apprentissage. À un moment donné, parfois, on structure, on formalise, on crée des emplois. Le risque, c'est que Fanny racontait l'expérience d'un seul coup, on va plus se tourner vers le salarié en charge de l'atelier et donc du coup de se reposer sur les compétences du salarié et moins d'être dans le partage avec la communauté d'adhérents. Enfin, je pense que c'est aussi l'effet, dès qu'on a un Fab Manager ou une Fab Manageuse dans un Fab Lab, et ben du coup peut-être on va se tourner aussi plus dans un rapport, tiens, il y a un salarié, donc je ne faudrait pas que ça reproduise l'école ou l'éducation nationale. Enfin voilà, c'est important en effet que il y ait vraiment une part entre éducation formelle et informelle qui, en tout cas pour moi c'est un peu en effet, quand on travaille dans ces lieux-là, quand on en est salarié, c'est d'essayer de veiller à ce que, parfois c'est intéressant de formaliser parce que ça tire aussi un peu tout le monde vers le haut. On se dit, tiens, au bout de 5 ans, 10 ans, quand animer ou gérer un tiers-lieu, maintenant il y a des formations pour être facilitateur, gestionnaire de tiers-lieux, sont des compétences identifiées. C'est bien que ça que ça puisse se formaliser pour que des gens obtiennent, admettons, un diplôme pour travailler dans ces lieux-là. Mais c'est aussi important de garder ce côté, en effet, pair à pair et de pas tout formaliser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Clément. Alors, on arrive dans les 10 dernières minutes. On a une question. Alors, je vais vous faire rentrer un peu dans la mécanique de cette table ronde. On a une question qu'on s'est posée notamment avec Catherine et Fanny sur la présence des femmes à l'intérieur des tiers-lieux et leur représentativité au sein de ces structures. Parce que c'est vrai qu'au départ, pour vous raconter toute la vérité, au départ, il n'y avait pas de filles. Et on se pose la question vraiment de comment on peut faire émerger… au départ de cette table ronde, pas au départ de nos tiers-lieux. Oui, c'est clair. Mais comment on peut résoudre cette problématique? Parce que c'est une véritable problématique. Et comment qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en termes de réflexion sur ce sujet? Là, déjà, on va dire la réponse, c'était assez simple. C'était au moment de l'invitation de cette table ronde, c'était juste déjà dire à Nicolas qu'il était, je pense, tout à fait possible de trouver d'autres intervenantes femmes. Et en fait, des fois, c'est juste, une sorte de réflexe de se dire qu'en fait, en plus, je trouve que on trouve vraiment de nombreuses femmes dans les tiers-lieux. Enfin, vraiment, il y a peut-être pas de chiffres exacts, mais en fait, c'est plus faire en sorte de s'interpeller et de s'inviter, et de faire en sorte qu'il y ait toujours cette ouverture-là. Déjà, ça permet juste
d'être visible. Et puis après, je pense que, comment dire, c'est aussi comment dire, de la responsabilité de chaque lieu aussi d'être dans des formes de, comment dire, d'accueil, de convivialité qui vont aussi, je pense, de la même façon qu'on peut se dire, tiens, comment c'est compliqué de passer le port d'un atelier parce qu'on se pose la question des savoir-faire techniques. Et ben en plus, on pourrait se dire, ah bah tiens, si on est en plus une femme, ça va être compliqué. Donc du coup, je pense que c'est voilà tout un tas de comment dire enfin déjà voilà, c'est aussi un peu avoir ça comme une préoccupation, mais au sens un peu en permanence de se dire tiens, comment je vais diversifier les publics, comment je vais faire en sorte d'avoir un peu de plus en plus de mixité, mais c'est voilà, c'est pas juste de sexe mais aussi d'âge et je pense qu'il faut il faut tout le temps, débattre ou avoir ça dans ses préoccupations pour maintenir un peu, je dirais, c'est un élément de réponse. Je dirais que c'est jamais résolu, en fait. C'est comment on résout cette question, tu me demandais tout à l'heure, mais comme les précédentes, les questions qu'on nous a posées là, sur l'attitude d'un adhérent un peu consommateur, sur le ciblage, le risque de récupération politique, de ciblage, c'est jamais résolu, en fait. C'est tout le temps une tension, on rééquilibre. C'est aussi des phases de l'histoire de l'association où on sent bien à la boîte à outils qu'il y a des moments, quoi. Et en fonction des moments et des gens présents, ces questions-là, elles ne se posent pas de la même manière. Tu veux qu'on finisse? Non, c'est ça? Non, oui, non, pardon, je croyais que tu maîtrisais le temps. Je veux intervenir sur le sujet de la présence féminine dans les labs, parce que je connais un petit peu comment l'un d'eux s'est créé. Et j'ai l'impression en fait que déjà en fait effectivement c'est très difficile de départir de certain nombre d'activités qui sont très genrées en fait culturellement. On a vu nous au sein de Beta Machine en fait une problématique qu'on s'est posée consciemment de voir que on proposait de l'électronique, de la menuiserie, de la mécanique, de l'impression 3D, etc. Mais qu'en fait ça suscitait assez peu d'intérêt de la population féminine pour des raisons que je n'explique pas forcément, mais qui ne relèvent pas de nous a priori, qui sont beaucoup plus générales. Par contre, il s'est passé un truc très intéressant, c'est qu'à un moment donné, en fait, on a là aussi, vous allez dire c'est hyper genré, mais c'est ce qui s'est passé. C'est que des femmes sont venues avec l'idée de monter un atelier mensuel autour du tricot, puis de la couture. Et dans notre démarche de diversité de disciplines aussi, on a vu tout à fait et immédiatement en fait l'opportunité qu'il y avait là-dedans, en fait, d'ouvrir une porte sur une population féminine qui allait potentiellement après prendre connaissance en fait d'autres disciplines auxquelles elles avaient droit également, qu'elles avaient droit d'explorer. Et du coup, elles ont monté en fait au sein de Beta Machine, elles font partie, ces ateliers de couture et de tricot, et il est venu après de la vannerie, d'un tas d'autres disciplines un peu low-tech. Et ce point, en fait, il est vraiment fondamental, c'est-à-dire que l'important, c'est de trouver les moyens, en fait, de faire entrer toutes les populations et avoir une représentation un peu complète dans les labs. Et la technique un peu dure, dans un sens, en fait, et elle a cette connotée masculine jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres disciplines en fait qui permettent de faire entrer une population féminine. Et aujourd'hui, en fait, on voit que les filles qui sont venues avec Beta Machine, elles ont une place énorme dans ce qui est devenu Beta Machine, y compris dans son CA, puisque en fait, on n'était pas à parité égale, mais il y a beaucoup de filles qui sont présentes. Et ces ateliers, en fait, ces ateliers ne sont plus complètement genrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des filles en couture, on voit des garçons maintenant qui font de la couture, on voit des filles qui vont s'intéresser à l'impression 3D parce qu'elles vont pouvoir fabriquer peut-être un outil qui va être utile pour telle et telle activité. Et puis dernièrement, je vois un aspect exemplaire dans un projet qui vient d'être réalisé pour le festival Caracker, partenaire de la célébration cette année. C'est que l'équipe de couture, on va Frédéric qui en est un peu là,
est complètement la référence. A eu l'idée de s'intéresser au tissage. Elle s'est dit, mais là, maintenant, on a une CNC, donc là, on rentre dans la discipline un peu plus dure. On peut fabriquer peut-être un métier à tisser qui peut-être pourrait nous servir pour fabriquer plusieurs métiers à tisser qui demain nous serviront à une nouvelle activité qui serait le tissage. Donc vous voyez en fait l'important je pense que c'est d'ouvrir à la diversité, c'est-à-dire que on ne va pas résoudre tous les problèmes de la Terre, d'égalité, etc. Par contre, on a des moyens d'action de faire se rencontrer les populations, faire que les gens vont pouvoir passer d'un sujet à l'autre et s'ouvrir en fait. Et je pense que ça, cette dimension de liberté et de diversité reste des points, enfin, un point vraiment fondamental de ce qu'on fait. Et finalement, concrètement, on résout un tout petit peu le problème. J'ai l'impression. Mais voilà. Parce qu'en fait, les activités qui sont proposées, en fait, les gens qui approchent les associations pour proposer des activités vont attirer la population concernée, donc les gens qui sont intéressés par participer à ces activités. Donc, on va dire que des femmes vont proposer plutôt des activités aux femmes. Donc, c'est un cercle vicieux. Plus il y aura de femmes et plus il y aura de participants. Oui, mais c'est pas ça que je voulais souligner. En fait, ça, c'est un autre fait. Mais le vrai point qu'il faut soulever, c'est que à partir du moment où on entre dans des lieux comme les nôtres, en fait, il se passe des rencontres. Et si on rentre en fait par un silo bien précis, en fait, à côté, on va voir qu'il se passe tout un tas d'autres choses et que on va avoir par les relations et par les connexions qui vont se faire entre les gens eux-mêmes, qu'ils soient peu importe le sexe, eh bien, ils vont s'intéresser à de nouvelles disciplines. Alors, on a du rab. On va pouvoir continuer un petit peu. Juste ajouter un mot, à Bétamachine, il y a une potière et une verrière en résidence aussi. Oui, tout à fait, oui. Alors, je ne vais pas parler de la réponse, mais effectivement, c'est un autre aspect. Si on a un rap de temps sur ce temps-là, alors du coup, je rentre plus dans les détails sur la manière dont ça se passe à la boîte à outils, parce que pour le coup, j'ai l'impression que nous, on est sur une mécanique tout à l'inverse de la vôtre, à savoir qu'au démarrage de la boîte à outils, quand on n'était pas très nombreux, la question du genre ne se posait pas tellement, et assez naïvement, pour nous, on n'avait pas à chercher de solution et à la travailler et à la penser. Notamment dans les 6 fondateurs de la boîte à outils, il y avait 4 femmes et 2 hommes. On avait une maçonne, on avait une menuisière, et puis le volet couture, justement, qui s'est développé un peu plus tard, mais qui était déjà embryonnaire dans le projet de départ. Les 2 couturiers de la bande des 6, c'était les 2 mecs, justement. Donc pour nous, c'était un truc acquis que les femmes, elles étaient là en menuiserie, que les hommes, ils étaient là en couture, et que chacun avait sa place, et qu'on se posait même pas la question si on avait envie de venir faire un truc. On avait juste envie de venir faire un truc qui qu'on soit, et il n'y avait pas à le travailler. Et pendant longtemps, ça a fonctionné comme ça. Et là, on grossit, évidemment. On a ouvert il y a 4 ans. On était 30 il y a 4 ans. On est 250 maintenant. Et effectivement, avec le temps, il se trouve que nos 6 oiseaux de départ, c'était quand même un peu des oiseaux pas comme tout le monde. Et qu'en fait, à l'échelle de 250, ça ne s'est pas démultiplié selon ces proportions-là. Et aujourd'hui, effectivement, qu'on est 250, on commence à être sur des modèles beaucoup plus classiquement genrés, où on a les femmes à la couture et on a 1/3 de femmes en menuiserie, 2/3 d'hommes. En métallerie, c'est même encore plus d'hommes que ces 2/3-là, si ce n'est quand même que la responsable d'atelier de la métallerie est une femme. Mais en gros, quand même, c'est... Oh non, on est peut-être aussi à 2/3, 1/3. Sur les stages soudure, on a bien une moitié de femmes et une moitié d'hommes quand même. Et puis en vélo, qui est notre dernier né, l'espace d'auto-réparation de vélo, où là, franchement, je pense qu'on a 3 femmes pour 100 hommes, quoi. C'est juste une proportion là, toute nouvelle pour nous à la boîte à outils. Et là, tout récemment, pour nous, c'était vraiment pas un point de débat et les femmes avaient leur place, notamment en menuiserie. On voyait bien le sujet commencer à monter un peu sur l'espace vélo,
du fait juste de cette évidence de la représentation, de la sous-représentation des femmes. Mais en menuiserie, ça ne nous semblait pas être une difficulté. Chacun avait sa place, on se fichait de se demander si on était homme ou femme. Et là, tout récemment, a émergé le sujet, là, cet été, où une de nos adhérentes, un jour, a fini la séance en pleurs. Hein, j'en ai voilà, ras-le-bol. Ça fait 4 séances de suite que je viens, que je peux pas faire ce que je veux parce que les hommes s'installent aux machines et il n'y a pas moyen de récupérer de la place de travail sur les établis, de la place de travail sur les... Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une petite question quand même là, qui n'était pas seulement, qui n'était pas en fait au fond, les femmes n'ont pas leur place ici, qui était juste dans nos éducations. La réaction des mecs, c'est t'as qu'à la demander la machine, quoi. Et la réaction des filles, c'était mais on la demande, mais on nous entend pas. Crie plus fort, gueule plus, râle, vas-y, dis-le, ça y est, vas-y à la machine. Il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est vrai que là, on s'est rendu compte d'un coup que dans nos éducations, il restait quand même quelque chose, quoi. On est habitué à s'effacer, à attendre que l'autre ait fini, à attendre son tour, et que clairement, les mecs arrivaient, avaient juste besoin de la machine et se demandaient pas si quelqu'un d'autre en avait besoin. Donc là, on a un petit sujet en ce moment à la boîte à outils pour la petite cuisine. Voilà. Donc j'ai l'impression que nous, on se pose la question à rebours, contrairement à vous. Vous, petit à petit, ça s'est noué, et nous, c'est l'inverse. Au début, c'était... Ouais. Et c'est pour ça que c'est jamais résolu. C'est des questions de moment, de qui est là à l'atelier en ce moment. Nous, nos projets en menuiserie, c'est quand même des projets assez longs. Donc nos adhérents sont pas tout le temps les mêmes. Ils peuvent être, on en a 5-6 très très présents à un moment, et puis 6 mois après, c'est 5-6 autres qui sont très présents. Et qui sont ces 5-6-là donnent vraiment une touche, une coloration à comment fonctionne l'atelier en ce moment. Et donc il y a vraiment des époques, des moments, des temps à la boîte à outils, on les voit passer, et clairement, ils ne sont pas les mêmes d'une fois sur l'autre, quoi. Alors je crois qu'on arrive au bout de ce temps d'échange. D'abord, je voulais tous vous remercier. Je crois que c'est une invitation aussi pour chacun d'entre nous à rejoindre un tiers-lieu, parce que on le voit sur ce dernier quart d'heure, c'est d'abord des espaces d'apprentissage, d'échange, de démocratie, et je crois que c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez envie de dire un petit mot de fin, parce que je crois que moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses et je voulais vous remercier. Le mot de la fin, ce sera que c'est un modèle qui va s'affiner, qui va se peaufiner. Et pour ma part, je ressens que ça repose beaucoup sur le bénévolat et l'envie des gens de faire quelque chose autrement que pour le fric ou pour le monopole de tel ou tel marché ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense que voilà, bravo ces tiers-lieux. Peut-être juste... moi, ça me donne envie d'aller voir vos lieux à Nogent-le-Rotrou, l'intérêt général, parce que je trouve qu'il y a en fait comment on en parle et comment ces lieux-là s'activent et s'incarnent. Je pense on est venu à 8 de Tours là, ce week-end, et donc la plupart des adhérents communauté Fun-Lab qui n'avaient pas mis les pieds encore au Beta Machine. Je trouve que c'est être dans le lieu, voir le lieu, c'est, on va dire, c'est plus que il y a des espaces ateliers, mais c'est un vrai lieu de vie, et c'est toujours très inspirant aussi d'un tiers-lieu à un autre. On a on sent comme des vibes différentes aussi, et ici vous avez construit quelque chose d'assez chouette, et donc voilà, curiosité d'aller voir du côté de l'intérêt général et de la boîte à outils. Bienvenue, et ça s'adresse aussi bien à Catherine et à ceux qui ont monté des lieux ailleurs et qui auraient envie de venir voir comment, c'est riche, comme tu dis, d'échanger sur nos fonctionnements réciproques, mais ça s'adresse aussi à vous individuellement. Je ne sais pas ce qu'il en est de Beta Machine, j'imagine que c'est pareil, pousser la porte, ça n'engage à rien. Vous n'êtes pas obligé de venir pour faire quelque chose, et en vous inscrivant déjà dans une démarche de tiens, je vais aller réparer un truc. Vous pouvez juste, en tout cas à la boîte à outils, venir les jours où on est ouvert, mercredi, vendredi, samedi, voir ce que c'est, visiter, on vous accueillera, on vous montrera. Et puis après, vous repartez en 5 minutes si vous préférez repartir, ou vous reviendrez un autre jour, ou vous ne reviendrez pas, ou vous resterez et vous repartirez plus. Ça n'engage à rien, venez voir. Ça donne... C'est difficile, je pense, effectivement, de se représenter. Nous, souvent, on s'attend, quand on pousse notre porte, à 3 établis et 2 sauteuses, quoi. En fait, c'est des grosses machines de menuiserie, comme dans un vrai atelier professionnel qui coupe des doigts, quoi. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Et merci, Nicolas, de nous avoir mis.
Moi, je voulais juste dire pour finir que ce qui était important, c'était la curiosité qu'il faut avoir, qu'il faut sans cesse avoir. Et de même que la formation, parce que les formations faites par des gens qui ont le savoir-faire, le savoir-être, c'est toujours plus enrichissant que tout ce que l'on peut lire ou tout ce que l'on peut voir en virtuel. Donc ça, et que le numérique n'empêche pas les relations humaines, bien au contraire. Et donc l'essaimage que l'on essaie de faire actuellement dans la région et autrement, on a 5 fabriques de territoire jusqu'à maintenant. Il va y en avoir bientôt d'autres, je vous le garantis. Je ne peux pas vous dire lesquelles parce que je suis soumis à un droit de réserve, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il va y en avoir d'autres. Et que tout ça, ça va faire que des actions comme celle que Catherine mène dans son territoire là-bas, en tout cas, dans chaque territoire, il y aura la possibilité d'avoir ce genre de rayonnement qui est souhaité, qui est attendu et dont tout le monde a besoin. Et en plus, pour terminer, je crois que la médiation dont on parlait tout à l'heure favorise cette inclusion et je trouve que ces endroits-là participent à cela. Donc c'est vraiment très très important pour nous tous. Et ça commence même très petit, parce que je rappelle que dans beaucoup d'endroits, on a des coding goûtés. Les coding goûtés, c'est de 6 ans jusqu'à 12-13 ans, parce qu'après, on passe sur autre chose. Coding goûté, le principe est très simple. Un enfant, un accompagnant qui est un parent, que ce soit père, mère, grand-père, grand-mère. Et ça, c'est la tenue de demain. C'est l'avenir. Merci en tout cas. Merci. Merci Nicolas. Tout a été dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.